téléspectateurs, bonjour. Dans notre Zoom du jour, nous allons parler d'un thème tristement d'actualité, celui de l'euthanasie. Nous en parlons avec un roman intitulé « Quand même », et nous en parlons bien sûr avec son auteur, Olivier Zarouati. Bonjour monsieur. Merci de votre invitation, bonjour. Merci d'être présent parmi nous. Alors Olivier Zarouati, vous êtes ingénieur, vous avez été chef d'entreprise pendant plusieurs années. Vous êtes aussi écrivain et vous nous présentez ce roman intitulé « Quand même » qui sont aux éditions Le Cherche-Midi. Alors ce roman tourne autour d'un homme quadragénaire, chef d'entreprise, marié et père de 2 enfants, dont la vie va basculer du jour au lendemain après un accident de voiture qui le rend tétraplégique. Alors, c'est un roman qui est pour vous l'occasion d'explorer tous les drames de conscience, notamment autour de ces questions de la fin de vie. Et quel a été votre fil directeur en écrivant ce livre sur ce sujet ô combien sensible ? C'est un sujet ô combien sensible et aussi ô combien commun, puisque nous l'avons tous rencontré à un titre ou à un autre. Moi, si j'ai choisi de parler de ce sujet, c'est pas en tant que sachant ou en tant que leader d'opinion ou en tant qu'autorité d'aucune sorte. C'est en tant que citoyen qui, comme tout le monde, a été confronté à cette question-là de l'accompagnement de personnes chères. J'ai pas souhaité rédiger une thèse sur le sujet, j'ai pas souhaité rédiger un mémoire ou un plaidoyer. J'ai plutôt choisi de raconter une histoire pour me tenir au plus près des personnes qui sont concernées par ce qui se passe. C'est vrai que vous dites ce n'est pas un plaidoyer. En effet, c'est vraiment une réflexion qui est nourrie à travers plusieurs points de vue, puisque votre roman adopte le point de vue du protagoniste qui devient tétraplégique, Jean-Dominique, que vous appelez dans votre roman J.O.D. ou Jode, au lecteur de choisir la bonne prononciation. Jean-Dominique, nous avons son point de vue pendant une bonne partie du roman. Au bout d'un moment, le point de vue se déplace vers celui de son épouse, Blandine, et à divers passages du roman, le fils, adolescent de 17 ans à peu près, et la fille, adolescente de 15 ans. Plusieurs points de vue sont évoqués. C'est-à-dire que vous avez fait le choix de faire vivre plusieurs personnages plutôt que de délivrer de façon unilatérale un point de vue, comme pour montrer la diversité de points de vue qu'on peut avoir sur cette question délicate. Oui, puis c'est vraiment la nature du sujet. La fin de vie, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Dans une famille, c'est un choc, c'est évidemment un drame le plus souvent. Et ça concerne tout le monde. Ça concerne évidemment l'intéressé, mais ça concerne tout son environnement. Et les points de vue peuvent être aussi variés qu'il y a de personnalités. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le sujet qui nous occupe entraîne autant d'avis différents. Parce que, évidemment, les points de vue sont variés. Et comme j'ai dit, j'ai pas souhaité prendre une position déterminée en disant voilà, moi j'ai un mot définitif à dire sur le sujet et voilà quel il est. J'ai plutôt souhaité accompagner des personnes qui abordent la chose, chacun sous son angle. Alors justement, sur cette question de l'euthanasie, comment arrive-t-elle dans le roman ? Je pense qu'on peut en dire sans trop donner d'informations au lecteur. On peut dire que cette question arrive lorsque Jean-Dominique fait cette demande à son ami de longue date qui est médecin de profession. Il lui demande simplement de mettre fin à ses jours parce Jean-Dominique ne supporte plus sa vie diminuer. Et c'est à partir de ce moment-là que la question du suicide assisté entre vraiment dans l'histoire. La question vient 2 fois en fait dans l'histoire. Une première fois à l'occasion que vous dites, l'intéressé fait une demande explicite, qui d'ailleurs va évoluer au fil du temps, au fil des minutes pendant lesquelles la rencontre se fera, et se conclura de façon assez pitoyable par un acte manqué qui laisse le héros, l'intéressé, dans un état végétatif. Cet état végétatif qui n'est ni la mort ni la vie, eh bien, ce sera à son environnement et à sa famille de le tenir, de le soutenir,
et de le vivre. Et à ce moment-là, une deuxième fois, la question se posera, mais non plus à lui, puisqu'il n'est plus en état de poser la question lui-même, mais à son environnement, à l'occasion de l'évolution de la vie de la famille. Une deuxième fois, la question se posera. Et une deuxième fois, il faudra y répondre, et sur des bases assez différentes. Alors, vous dites, il est dans un état, effectivement, de l'acte manqué, laisse dans un état végétatif qui n'est ni la mort ni la vie. Parce qu'effectivement, il faut donner cette précision, c'est que son ami médecin est réticent, il est de lui-même, il invoque ses convictions à la fois de médecin, aussi ses convictions chrétiennes aussi, puisque le commandement tu ne tueras point, évidemment, a beaucoup d'importance à ses yeux. Mais il finit par s'y résoudre et en fait, il est dans le mi-chèvre, mi-chou. Il le fait, mais il ne va pas jusqu'au bout. Et d'où la catastrophe. Mais on a l'impression qu'on est surpris que, quand on lit ce passage, que ça aille si vite. On se dit, on a envie de dire au médecin, mais attendez, pourquoi vous ne lui laissez pas quelques jours de réflexion, de vous exécuter si rapidement? Parce qu'il est sûr de lui, le médecin. Il est sûr de convaincre. Il est tout à fait sûr de son fait. Il sait qu'il va convaincre son ami, il va lui expliquer la vie, il va lui dire « mais non, remets-toi ». Et pour ça, il n'y a pas besoin d'attendre. On peut y aller tout de suite. Et évidemment, il va être confronté à ce à quoi il ne s'attend pas, et là, il va perdre pied. Il perdra d'ailleurs doublement pied. Je laisse au lecteur le soin de découvrir la façon dont ça se passera. Mais c'est vrai qu'il aborde la question sous l'angle du « tu ne tueras point », qui était aussi mon point d'entrée dans la question de l'euthanasie. C'est un angle facile, c'est un angle que nous connaissons tous, et c'est un angle assez trompeur aussi. C'est un angle facile parce que c'est une forme de loi naturelle, l'interdiction du meurtre qui dépasse très très largement les frontières du monde judéo-chrétien. Toutes les civilisations évoluées s'accordent sur cette interdiction du meurtre. Mais évidemment, c'est pas si simple. C'est pas si simple parce que cette interdiction, elle connaît beaucoup d'exceptions. Beaucoup d'exceptions tout à fait acceptées de tous. Il y a la légitime défense, dans laquelle, on peut... la défense est licite. Il y a la guerre. Quand on est en situation quand l'ennemi est aux frontières, on a le devoir de prendre les armes et ça n'aurait pas de sens si on n'avait pas le droit de s'en servir. Donc c'est une loi impérative, mais truffée d'exceptions. Et une société qui évolue a le droit de se poser régulièrement la question des exceptions, de nouvelles exceptions qu'il faudrait tolérer, qu'il faudrait accepter, parce que tout simplement la société n'est pas figée. Et la question de l'exception, de nouvelles exceptions, elle est légitime, on peut se la poser. Mais quand j'ai avancé dans la réflexion sur ce sujet, je me suis rendu compte que, en réalité, les exceptions dont on parle et auxquelles on se réfère, elles ont ça de particulier qu'elles sont toujours exceptionnelles. C'est-à-dire que la norme est la mort naturelle. Et l'exception est la mort provoquée, et parfois elle peut être très justifiée. Que nous amène le débat du jour, c'est l'idée d'une situation un petit peu nouvelle dans laquelle la souffrance extraordinaire qui accompagne la fin de vie, la faiblesse extraordinaire qui accompagne la fin de vie, deviendrait une indignité qui devrait rentrer dans la liste de ces exceptions tolérées. Et là, il y a quelque chose qui change de façon dramatique. C'est l'exception qui devient la règle, et la règle qui devient l'exception. C'est-à-dire que la mort provoquée, dans une situation qui est toujours intolérable, peut devenir la règle, la norme, et la mort naturelle deviendrait l'exception. Et ça, c'est quand même une évolution anthropologique majeure qui mérite qu'on s'y intéresse, qui mérite que l'on réfléchisse sur ce sujet. Et voilà, c'est ça qui a guidé ma réflexion.
Alors, il y a aussi un autre changement anthropologique que vous évoquez, cette question même de dignité. Et on le voit dans le dialogue qu'a Blandine, donc l'épouse de Jean-Dominique, avec le médecin. Et il lui dit la dignité, la faiblesse. Mais en fait, alors, on arrive à cette réflexion au bout d'un moment. Alors, l'indignité, non, plutôt la faiblesse, n'est pas une indignité. C'est toute la question. C'est toute la question, et je vous remercie vraiment d'avoir pointé ce point, parce qu'en fait, c'est ça ma ligne. La question de savoir si la faiblesse est une indignité. Dès l'instant où l'on considère que la faiblesse, et à quel moment elle est-elle plus grande qu'à la fin de la vie, est une indignité, alors il est légitime d'y mettre fin. Mais peut-être ne l'est-elle pas. Et c'est à cette question-là que nous devons répondre. Et si l'on considère que la faiblesse n'est pas une indignité, alors l'urgence de mettre fin à cette situation extraordinaire qu'est la fin de vie devient moins prégnante. Et d'ailleurs, justement, je voudrais revenir sur un terme que vous avez dit précédemment. Vous avez dit, ce Jean-Dominique, après la tentative d'euthanasie manquée, il se retrouve dans un état végétatif et, vous avez dit, il est ni vivant ni mort. Mais pourtant, dans votre roman, il est toujours vivant. Il ne parle plus, il ne s'exprime plus, il a un regard vide. Enfin, je ne sais pas si l'expression regard vide est adéquate, mais c'est un peu l'idée. Et pourtant, on voit le quotidien de sa femme et de ses enfants auprès de lui. Et vers la fin, il y a un chapitre que j'ai trouvé assez poignant. C'est le chapitre où la fille, Coralie, âgée de 15 ans, parle à son père. C'est pas vraiment un dialogue parce qu'il n'y a pas de réponse, mais à un moment, vous avez cette phrase « Même son silence est fécond ». Il est présent. Il est présent. Il n'est plus supérieur. Il n'est plus le maître. Il n'est plus la personne à laquelle on se soumet. Il n'est plus rien de tout cela. Et il est présent. Et son dialogue, qui est évidemment fait de silence, à ce moment-là, avec ses interlocuteurs, peut être fécond malgré tout, oui. C'est ce que j'ai essayé de rendre. Alors bien sûr, donc Jean-Dominique, vous le montrez continue à évoluer à sa manière au sein de sa famille, au sein aussi de tout son environnement, parce que justement toutes ces réflexions, vous les posez dans un véritable cadre, vous y créez vraiment tout un décor, toute une ville, toute une entreprise, des personnes qu'il faisait vivre. C'est important, n'est-ce pas, de donner vraiment un cadre très concret à toutes ces réflexions, afin de sortir de l'abstraction, justement. Oui, alors, oui, bien sûr. Il fallait un cadre pour cette histoire, et il fallait un cadre réaliste, parce que c'est une histoire réelle. Ce n'est pas une histoire... Évidemment, c'est une histoire... c'est une fiction. Je ne connais personne à qui ces aventures sont arrivées. C'est une œuvre fictive, mais incarnée dans la réalité. Et pour ça, il fallait un cadre réaliste. Alors bon, voilà, j'ai choisi un cadre que je connaissais bien, et que je connais plutôt bien, oui. Et j'ai trouvé que je pouvais, par tout simplement le réalisme du cadre, donner plus de réalisme à l'histoire. Et on y voit aussi tous les personnages qui sont les victimes aussi, les victimes collatérales de l'accident, puisque ce Jean-Dominique, il tenait son entreprise en fait à bout de bras, tout dépendait de lui, et on voit qu'avec son accident, finalement, c'est tout un petit monde qui s'effondre, presque toute une ville au fond qui s'effondre. Mmh. Chaque vie qui s'effondre, c'est un monde qui s'effondre. Et voilà, c'est une petite ville de Bourgogne qui tient par son entreprise, comme il y en a beaucoup, beaucoup en France. C'est une ville assez commune, en réalité. En fait, est-ce que vous avez voulu montrer à travers cette image du personnage qui tenait tout, et avec sa disparition, tout s'effondre, l'idée qu'au fond, chaque vie est unique, que chaque vie est irremplaçable? Merci.
Merci à nouveau. Oui, cet homme, il est au centre de son univers. Bon, il est facile de le décrire dans une position centrale parce qu'il a une position centrale au début de l'histoire. Mais ça encore, c'est très commun. Chaque homme est au centre de son univers. Et au moment où le drame survient, eh bien, c'est un drame qui va toucher tout son environnement. Et c'est la chose la plus naturelle du monde. Alors, quel regard portez-vous sur les débats autour de la fin de vie et de l'euthanasie, qui sont évidemment un sujet d'actualité en ce moment? Si le hasard du calendrier vous a fait publier votre roman au même moment, dans un calendrier législatif très particulier. Alors, écoutez, d'abord, c'est vraiment les hasards du calendrier. Il n'y a rien de calculé dans cette affaire. Cette histoire, je l'ai portée pendant quelques temps, pendant des années. En fait, c'est une histoire que j'aurais voulu raconter à quelqu'un qui partait et qui posait ce genre de questions du droit de continuer à vivre. Cette rencontre, ce dialogue date maintenant de quelques années. Le bouquin serait resté dans mon ordinateur pendant probablement encore longtemps si l'ordre du jour du pays m'avait pas suggéré d'y mettre une dernière main et de le publier, ce que j'ai fait. Mais vraiment, on n'a pas calculé une sortie à une date particulière. Ça aurait été d'ailleurs bien impossible. Ensuite, que dire sur le débat qui se déroule? Simplement le souhait qu'il se déroule et qu'il se déroule vraiment. Et qu'il se déroule jusqu'au bout et qu'il se déroule en entendant toutes les parties prenantes et tous les sachants du sujet. Et je ne m'inclus pas, moi, dans la situation des sachants. Mais au fond, il me semble quand même que la question qui est posée n'est pas la question de comment vivre, qui est vraiment la question du temporel. C'est la question du comment mourir. Et la question du comment mourir, elle touche à la question du pourquoi vivre. Et ça, c'est la question du spirituel. La question du comment mourir, elle est ni totalement temporelle, ni totalement spirituelle, disons qu'elle est à cheval entre les deux. Elle est temporelle en ce qu'elle implique des modalités pratiques et des choses tout à fait concrètes qu'il faut bien administrer, bien sûr. Et elle est spirituelle également en ce qu'elle convoque la question du pourquoi on vit. Et si je voulais exprimer un vœu ici, ce serait que les deux parties prenantes, j'allais dire les deux sachants de cette question qui sont le temporel et le spirituel, et chacun voit au chapitre sur une question comme celle-là. Et je pense qu'on a encore un petit peu de travail à faire pour réellement avoir donné la parole à tout le monde. Oui, il y a sur la question spirituelle, c'est vrai que c'est un point qui revient assez souvent, les passages à l'église. Alors, c'est vrai que votre roman n'est pas un roman confessionnel au bon sens où on l'entend, mais les passages sont souvent à l'église et l'identification notamment à Jésus crucifié tient une place assez importante dans plusieurs chapitres. Vous savez, ça se passe en Bourgogne, ça se passe en France, donc voilà, ça se passe dans une spiritualité qui est celle majoritairement encore de ce pays. Mais je ne m'abrite pas derrière cette spiritualité en particulier. Je constate simplement que, en réalité, toutes les spiritualités du monde, lorsqu'elles ont été interrogées sur la question de l'euthanasie, c'est-à-dire de l'évolution anthropologique dont on est en train de parler, ont toutes dit attention, mutation fondamentale. Et c'est pas une seule religion qui dit ça, c'est toutes. Et quand toutes sont d'accord, c'est pas si souvent que toutes les religions sont d'accord sur un sujet. C'est le moins qu'on puisse dire. Quand toutes sont d'accord sur l'idée de
d'agiter un drapeau rouge en disant attention, faisons un petit peu attention à ce qu'on fait quand même, eh bien ça vaut le coup de les entendre. Oui, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, le fait que le commandement biblique tu ne tueras point était au fond de la loi naturelle. Toutes les civilisations, la Grèce antique, parce que Hippocrate, avec le fameux serment, était un grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, toutes les civilisations prohibaient l'homicide. Merci de citer Hippocrate. Merci de citer Hippocrate parce que je voudrais lui céder la parole. Primum ne nocere, d'abord ne pas nuire. Il est bien de vouloir améliorer les choses, il est bien de vouloir progresser, il est bien de vouloir évoluer avec la société, mais d'abord ne pas nuire. Et ne le faisons pas au travers d'évolutions qui, tout simplement, ne pourraient s'avérer nuisibles sur le long terme. Je trouve en fait assez curieux, si vous me permettez cette incise, que dans un pays comme le nôtre, qui a mis le principe de précaution dans sa constitution et qui, du coup, ne déplace pas un marronnier sans avoir interrogé 25 sachants pour éviter de faire une bêtise, aborde une évolution anthropologique majeure sans vraiment entendre ce que les sachants du sujet ont à dire. Oui, c'est un peu à l'image en fait de votre médecin qui va pratiquer son euthanasie manquée. Il va trop vite, il agit en une soirée et il n'a même pas pris le temps même de consulter l'épouse même du patient. Il va trop vite. Qui lui fera d'ailleurs le reproche. Il va trop vite. Voilà. Crainte que nos hommes politiques aillent trop vite sur un sujet qui concerne toute la civilisation et donc toutes les personnes prises individuellement. Merci. Écoutez, c'est moi qui vous remercie pour ce roman et tous ces éclaircissements. Merci Olivier Zarouati d'être venu nous présenter Quand même. Donc, chers téléspectateurs, Quand même, un roman qui peut vraiment nourrir les réflexions sur un sujet aussi important. Un roman qui fait vivre plusieurs personnages, qui fait évoluer et qui fait montrer les pensées des personnages. Et je vous dis donc à très bientôt.